About the Prime Minister of Burkina Faso in Washington DC with his delegation. He is going to meet Burkina diaspora in few minutes. This video is totally in French, but the main visit of this forum was to give Burkina Faso actual situation and the future plan for the election 2015, which going to be hosted on October in Ouagadougou in Burkina Faso. That is the main idea of this video. We're sorry for our editor in English. We cannot translate all the video because of his long. Just remind that this video is about the First Minister of Burkina Faso delegation that was here in Washington DC last week, and they met the Burkina Faso diaspora to give them the actual situation in their country and to tell them, explain to them the next future election that's going to be hosted in this country in October 2015. That is the purpose of this video. AMTV, stay connected. Thank you. J'ai fait l'effort de saluer tout le monde. Salut.
les ministres, chers compatriotes, profitant de sa visite et de travail et de coopération à Washington, Son Excellence M. Yacouba Isaac Zida a bien voulu rencontrer la communauté burkinabé vivant dans la région de Washington. C'est une délégation forte de 25 membres qui l'accompagnent dans cette tournée, ce périple qui va de Miami à Ottawa en passant par Washington et New York. Excellence, avant de commencer cet entretien que vous avez voulu à bâton rompu avec la communauté, je voudrais donner la parole au chargé d'affaires, M. Sinka, pour une introduction. Bonsoir, chers compatriotes, c'est Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, c'est un très grand honneur ce soir pour nous de recevoir Son Excellence Monsieur le Premier ministre et sa propre délégation. C'est avec une immense joie que nous avons accueilli Son Excellence de Villiers et sa délégation de chez nous aux États-Unis. Dans le cadre du séjour aux États-Unis, dans le cadre d'une mission, une visite d'amitié et de travail aux États-Unis d'Amérique. Donc, malgré un emploi du temps chargé, Son Excellence n'a ménagé aucun effort pour rencontrer la communauté burkinabé en vue de l'écouter et d'échanger avec elle sur quelques points qui marquent actuellement la vie politique de notre cher pays, le Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre pays a une communauté très dynamique aux États-Unis d'Amérique. Cette communauté répartie dans les différents États des États-Unis d'Amérique est dans la majeure partie des cas organisée en association. Une quinzaine d'associations sont aujourd'hui officiellement déclarées dans le registre de l'ambassade. Ces associations, outre le bien-être social de leurs membres, travaillent quotidiennement pour la promotion de la culture burkinabé aux États-Unis. Il convient de relever également le fait que la diaspora burkinabé aux États-Unis contribue énormément à l'essor du développement économique de notre pays à travers de multiples réalisations et investissements. Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre pays, le Burkina Faso, est en train d'écrire présentement une page, je dirais, noble de son histoire démocratique. Une telle période est marquée par de nombreuses questions que l'on se pose, surtout lorsque l'on réside à l'étranger, trop loin comme aux États-Unis d'Amérique. De telles questions sont normales et légitimes et mieux traduisent l'amour que chacun de nous nourrit pour notre chère patrie. La communauté burkinabé a donc soif de vous entendre et de vous écouter pour être mieux rassuré, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. Bonsoir, chers compatriotes. Pour répondre au chargé d'affaires, je vais commencer par dire que la communauté burkinabé doit déjà être rassurée parce que nous apportons des nouvelles fraîches du pays et du pays d'Abidjan. Alors nous sommes en délégation. Excusez-moi parce que le climat ici n'est pas comme alors nous avons une forte délégation que je m'en voudrais ne pas vous présenter avant de commencer donc, notre entretien.
j'ai avec moi donc, le président de la CENI, qui est toujours en route, qui va arriver d'un moment à l'autre. Nous avons le ministre des Mines et de l'Énergie, Babouaka. Nous avons Madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargée du budget. Que vous connaissez très bien. Vous suivez l'émission Éco-Finance. Et c'est elle qui paie les salaires. Alors, nous avons le ministre du Commerce qui est aussi dans les embouteillages qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Nous avons le secrétaire permanent du Conseil présidentiel pour l'investissement. C'est le Capsula. Nous avons le secrétaire général du ministère de la Défense. Nous avons M. Bissiri Siliman, qui était le coordinateur de l'Élan Challenge. Nous avons le pasteur Patrice Tendeloro. Nous avons Madame Ouedraogo Colette, c'est la directrice générale de l'Agence pour le partenariat au développement qui a remplacé l'NCA. Le directeur de cabinet de la primature, Jean Ouedraogo. Le docteur Aristide Tendeloro. Madame Lengane du protocole. Le directeur de la communication de la primature, Cédric Zobera. Avant de continuer, je vais présenter le président de la CENI qui vient de se joindre à nous. Alors, il y a un certain nombre de délégations que je n'envoie pas, mais vous imaginez qu'il y a la presse, Radio Omega. Supposez que vous connaissiez la voix. On peut écouter Radio Omega par Internet, non? Surtout par la nouvelle application. Ok, donc voici, nous avons le cadre du ministère des Affaires étrangères, Madame Kanzier, Madame Ouedraogo. Je dois dire qu'il y a un expert aussi qui a accompagné Madame Ouedraogo, l'APD. Ce groupe, il est là. Ok. Donc nous sommes sortis nombreux parce que vous savez que quand les moyens sont limités, on n'a pas l'occasion de... il faut grouper l'émission. Il faut grouper l'émission pour essayer de réduire au maximum afin d'optimiser le coût. Donc nous sommes passés par Miami où il y avait un forum économique international. Nous avons pu bien sûr rencontrer des investisseurs, notamment canadiens, parce que le forum économique international s'organise entre le Canada et les États-Unis. Donc, tantôt à Toronto, tantôt à Montréal, tantôt ici aux États-Unis. Et là, aujourd'hui, depuis hier, nous sommes ici à Washington pour rencontrer les autorités américaines. Nous avons eu donc notre rencontre ce matin au département d'État. Nous avons pu parler donc, des questions diplomatiques, aussi des questions de sécurité et de défense. De même, nous avons une visite de courtoisie à la Banque mondiale et au FMI. Je dois dire que ce matin, on a pu signer avec la Banque mondiale donc, un accord de temps qui s'élève à plusieurs, je crois que c'est 150 millions de dollars. Voilà, donc, je dois dire que Madame la ministre du budget doit être déjà satisfaite. On peut mettre à sa mission ce soir. Ensuite, nous devons continuer sur New York, demain où nous avons la loi du secrétaire général des Nations Unies.
ensuite nous irons au Canada, à Ottawa, parce qu'avec eux nous devons signer une convention, un accord pour la protection de nos investissements au Burkina, mais aussi un accord de financement d'un projet d'adduction d'eau dans le Sahel, de 19 milliards. On appelle ça le triangle bleu. On va faire une adduction d'eau de Dori à Makoy et Borom. Donc, le Sahel va devenir vert si tout va bien. Elle est plus ici. C'est les corridors ici. Voilà donc un peu planter le décor, ce qui nous fait courir, mais nous avons aussi pour l'axe d'effort la rencontre avec nos concitoyens, nos compatriotes. C'est un élément essentiel de notre mission pour échanger avec vous, pour donner donc les nouvelles du pays, écouter donc vos préoccupations, donner les réponses afin donc que vous puissiez donc rester dans la sérénité, parce que nous, en tout cas au pays, nous sommes sereins. Donc, alors, je pense que tout le monde a été présenté. Je vais le ministre du Commerce s'est joint à nous. Hippolyte là, le ministre du Commerce est venu. Il y a beaucoup d'embouteillages, je ne sais pas comment. Avec le président. Alors sinon, je dois vous dire qu'au pays, en fait, nous sommes dans la vitesse de croisière, j'allais dire, parce que vous avez suivi la plupart, c'est depuis le mois d'octobre. Je ne vais pas revenir sur les événements. Je sais que vous êtes très très informés là-dessus. Ce que je dois juste dire, c'est que les organes que nous avons prévus dans le cadre de la transition, en tout cas, sont quand même mis en place. Le gouvernement travaille depuis le mois de novembre. Le CNT également, dans la même période, a commencé à travailler. Le dernier organe que nous avons mis en place, c'est la commission de réconciliation et de réforme. Bon, à ce niveau aussi, les choses ont démarré, ils ont 5 mois pour déposer leur rapport. Nous avons pu parvenir donc avec l'ensemble de la classe politique à une date pour les élections. C'est la date du 11 octobre 2015 qui a été retenue. En tout cas, tout le monde est d'accord qu'on puisse à cette date organiser les élections présidentielles et législatives. Nous avons choisi de décaler les élections municipales en 2016, le 31 janvier. Cela est dû au fait que nous pensons que ce qui est fondamental, c'est les présidentielles et les législatives. De toute façon, après, le gouvernement qui va se mettre en place pour gérer le reste des élections locales, c'est pas que ce n'est pas important. Alors, nous avons plusieurs avantages en disant ça en 2016. C'est que déjà, ça sera inscrit au titre du budget 2016. Donc, ça nous fait quand même souffler pour 2015. Et sur le plan pratique, l'organisation aussi n'est pas du tout facile. C'est bon qu'on termine déjà, qu'on prenne le temps de se organiser pour faire les municipales. Sinon, le tout dans la foulée, ça peut créer d'autres difficultés. Sinon, pour ce qui concerne les dates des élections, il n'y a aucun problème. Vous avez dû entendre ces derniers jours la question du code électoral. C'est un peu l'actualité parce que nous avons prévu dans le nouveau code électoral une disposition qui, en tout cas, va laisser sur le banc de touche certaines personnes qui ont activement participé à la tentative de modification de l'article 37. Bien sûr, était la résultante de notre troubles que nous avons connus et tout. Nous avons estimé en tout cas que ce n'était pas bien que ces mêmes personnes-là puissent revenir dans la compétition. Donc, je crois qu'ils attendent peut-être 2020 pour. Bien que les gens de Laurent vous entendent, parce qu'en tout cas, ça fait
les gorges chaudes, les gens discutent beaucoup là-dessus. Ce n'est pas normal, après avoir prôné l'inclusion, de revenir encore avec cette disposition-là pour appliquer ce qu'ils appellent l'exclusion. Mais nous pensons que c'est un peu l'exclusion parce qu'aucun parti n'exclut des compétitions. C'est des individus, et nous pensons que dans un parti, normalement, nous pensons qu'un parti qui se respecte, qui se veut sérieux, doit pouvoir avoir quand même suffisamment de personnes là pour présenter les candidats. Donc, nous ne pensons pas en tout cas revenir sur cette question-là. C'est vrai que la communauté internationale met un peu de pression, mais je dois vous dire que c'est une disposition que nous avons puisée dans la charte. La charte de l'Union africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc nous n'avons pas inventé, et c'est justement ces dirigeants d'hier qui ont ratifié au compte du Burkina Faso cette charte. Donc il faut bien que ça s'applique. Donc là-dessus, il n'y a véritablement pas de problème, ça discute, mais nous avons bon espoir que les uns et les autres vont savoir les noms garder, parce qu'au-delà de tout, nos divergences, c'est quand même l'intérêt du Burkina qu'il faut mettre en avant. Donc si ça doit nous diviser au point de créer les tours, je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Voilà. Donc c'est en tout cas l'actualité politique. Sinon, en dehors de cela, nous pensons que le Burkina, ça va, il n'y a pas de problème. Nous sommes venus vous dire que nous comptons sur votre accompagnement. Dans ce sens que, au départ, nous avions souhaité que le Burkina de l'extérieur puisse participer aux échéances électorales cette année. Ça, c'était notre volonté dès le départ. Nous avons fermement défendu cela, mais nous sommes rendus compte par la suite que de façon pratique, ça va poser plus de problèmes que d'avantages. Nous avons été contraints de revenir sur cette question, en tout cas pour les élections de 2015. Et c'est pour cela que nous appelons vraiment à votre sens de responsabilité, à votre patriotisme, à votre amour de la patrie, pour que ce report, je crois que ce n'est pas véritablement bon de devoir le supporter, mais qu'on mette l'intérêt national en avant. Parce que si nous organisons des élections aujourd'hui où nous permettons, par exemple, au Burkina de Côte d'Ivoire de voter, je ne suis pas sûr que nous allons avoir des résultats qui reflètent la réalité de l'intérieur du Burkina. Après, nous allons avoir des élections, je ne sais pas comment il faut appeler ça, parce que le président de la CENI trouvera le bon juste. C'est des élections ivoiriennes au compte du Burkina. Ça va tout sauf véritablement ce que les Burkinabés en tout cas attendent. La preuve, c'est que lorsque nous avons envoyé une mission d'explication à ces frères en Côte d'Ivoire, la mission, en tout cas, c'est pas très bien déroulé. Parce qu'ils ont fait des tapages, ils ont refusé d'écouter, ils ont failli même s'en prendre physiquement au membre de la délégation. Et nous, ça nous a conforté même dans notre position. Nous nous sommes dit, bon, ça ce n'est que l'explication. Si c'était les élections, ça allait être encore. Imaginez que le jour des élections, la moitié des yeux soit cassée ou brûlée. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est les élections. Ou alors on annonce des résultats qui sont contestés. Donc, véritablement, nous sommes obligés de laisser tomber en attendant donc des meilleures conditions. Espérons ces meilleures conditions là pour les prochaines élections de 2020. En tout cas, que ceux qui sont en tout cas à l'extérieur puissent voter, ce qui est un droit en tout cas inaliénable. Alors pour cela, j'appelle donc votre compréhension. Je sais que ici, en tout cas, c'est ce qui nous revient, des échos qui nous donnent. Je pense que
nos compatriotes qui sont aux États-Unis comprennent très bien les choses. Du reste, au Mali, où la même délégation était allée, elle a été très bien accueillie. Au Ghana également, et même jusqu'à Libreville. La délégation a été très bien accueillie. Le message et la réponse qui a été donnée, c'est que effectivement nos compatriotes sont désolés. Ils auraient bien aimé participer aux élections, mais compte tenu du fait qu'il y a quand même une certaine complexité, ils acceptaient donc de patienter encore pour les prochaines élections. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, je pense surtout à un échange, que nous puissions véritablement savoir quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle, que nous puissions y apporter des réponses. Les réponses qu'on ne pourra pas apporter, on va les remonter, on va les discuter encore à voilà. Et dans les voies, suivant les voies normales, on va les réponses appropriées. Donc, avant qu'on commence, je vais voir si le président de la CENI veut ajouter quelque chose. Nous pouvons passer directement aux questions. Donc, je vais retourner le micro à Charles Dakar pour le conduire dans le débat. Merci. Merci. Je voudrais dire à nos compatriotes que Monsieur le Premier ministre dit qu'il faut poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues. Voilà, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, donc le débat est ouvert. On va procéder à une première liste. Oui, madame. Avant de commencer, j'aimerais demander. Sur la région, je sais ce que ça vaut sur tous les plans, c'est un sacrifice. Sacrifice sur le plan économique et puis sur le plan physique. Donc, je vous remercie d'être là. Et je veux surtout remercier ceux qui sont venus de très loin parce qu'il y a des compatriotes, même du Texas, qui sont là, ici peuvent s'aider, vous avez les droits. Voilà. Donc, à votre nom à tous, je voudrais dire merci à toute la délégation burkinabé d'être là aussi et pour nous éclairer sur tout ce qui se passe au pays. On en sort de cela, bien qu'on soit loin de la patrie. Et aussi pour dire aux autres que bon, cela dénote en tout cas de votre attachement au pays. Et je sais qu'aucun Burkinabé n'est apatride. Et je vous remercie pour cela. Nous allons passer au vif parce que, bon, je vais poser une question et pour tous ceux qui me connaissent, aujourd'hui on ne va pas parler environnement parce que d'habitude je défends de l'agriculture. Je voudrais juste parler aujourd'hui de la communication. Il se trouve qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous dirigent sont des... En tout cas, sur cet arbre, nous voyons qu'en fait, il y a des militaires. Et quand on ne maîtrise pas la communication de son pays, ça pourrait être un problème. Je voulais savoir pourquoi, aujourd'hui, nous continuons toujours à accompagner cette privatisation, par exemple, de Donatel. Parce que il y a un problème véritable à ce niveau. La qualité de la communication ne correspond pas du tout au minimum que nous attendons. Sur le plan économique, ça pousse d'ailleurs nos parents à dépenser beaucoup plus. Nous voyons qu'il y a... Je vais poser le micro et parler plus fort. Il y a par exemple nos parents au pays qui s'achètent, qui se saignent pour acheter des iPads, des iPhones. Et nous savons très bien que dans la pratique, nous n'utilisons même pas le 10e de la capacité de cet appareil au pays. Donc il y a un problème. Pourquoi les gens de Lonatel ne pouvons pas changer? Dans les derniers jours d'ailleurs, ils ont commencé à baisser les jeeps qu'on donne aux gens et ils ont augmenté le prix. Est-ce qu'on ne pouvait pas essayer d'aller de l'avant avec la communication? Parce que nous ne voulons pas être en reste.
sans communication, nous serons toujours en reste. Qu'est-ce que le gouvernement... Bon, c'est vrai que vous êtes la transition, mais on peut poser les pieds dans les plats en attendant que celui qui viendra achève la mission. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la communication aujourd'hui. Et merci à toute la communauté d'être là ce soir. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Avant de commencer, permettez-moi de vous saluer et de traduire notre reconnaissance pour avoir traduit l'esprit d'intégrité et d'honnêteté du peuple burkinabé en face du monde entier. Vous avez en 2 semaines effectivement remis le pouvoir à un civil, ce qui est un exemple pour notre peuple et une fierté pour nous. Également pour cette révolution qui s'est passée au Burkina Faso, il faut reconnaître que le peuple burkinabé est sorti, grandi, et nous les compatriotes à l'étranger, croyez-nous, nous sommes fiers. Partout où nous sommes, quand on dit burkinabé, partout on nous félicite pour cet acte de courage que le peuple a posé. Et vous avez dit tout à l'heure que le pays va bien. Ça nous a rassurés. Mais nous avons aussi quelques préoccupations. Vous avez parlé de la modification du code électoral. Et nous avons entendu que ce soit des débats au niveau du pays ou même sur les réseaux sociaux. Ça nous inquiète effectivement un peu quand on entend certaines déclarations des hommes politiques qui disent s'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez marqué l'histoire, vous avez le choix entre rester dans l'histoire ou disparaître définitivement de l'histoire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour ma petite analyse sur la géopolitique internationale, je viens à vous rappeler ceci, que pour réussir cette mission, vous avez le devoir d'être un philosophe. Et pas n'importe quel philosophe, pas un philosophe contemporain, mais un philosophe du temps de l'homme de Cro-Magnon. Pourquoi je vous dis ceci? Que dès ce soir, si vous ne l'avez pas pensé, vous devrez à chaque fois rejeter toute évidence et vous devez à chaque fois rejeter tout ce qu'on est, toute évidence et penser loin, penser en profondeur et penser en largeur, car je suis sûr que si vous faites une erreur, demain nous allons pleurer notre Premier ministre qui est ici là et qui nous a remis le Burkina Faso sur les rails du développement. Pour cela, je vous invite, Monsieur le Premier ministre, qu'en politique, si vous ne l'avez pas encore appris, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts à défendre. Et quoi que soit ce que vous avez fait aujourd'hui, vous allez être le premier ennemi demain, parce qu'en anglais, on aime dire « No good needs goes unpunished ». Aucune bonne action ne reste impunie. Soyez-en rassurés et prenez vos dispositions. Commencez à penser de votre sécurité après élection. C'est pas plaisantin, mais je vous dis, si vous voulez, me voilà, je suis aux États-Unis, je reviendrai au Burkina Faso, j'ai juste déplacé le combat, mais je reviens avec force. Monsieur le Premier ministre, vous avez donné un discours solennel. Nous avons apprécié ce discours partout dans le monde. Je voulais tout simplement, sans monopoliser la parole, parce que nous sommes en démocratie, vous poser une seule question. Quel est l'état de la justice sur l'ensemble de tous ces crimes
depuis Thomas Sankara et avant Thomas Sankara, qui aujourd'hui, tout le monde est unanime que cet homme a fait quelque chose pour la nation. Et vous-même, vous l'avez reconnu, vous l'avez félicité. Et nous vous en félicitons pour le travail abattu. Faites-nous l'état de la justice sur l'ensemble de ces crimes impunis depuis ce temps. Nous savons que vous n'avez pas le temps. Il y a les élections, ça tape de gauche, ça tape derrière, ça tape à droite. Et je me demande même si vous dormez. Mais, quand cela le tient, vous avez été un homme courageux. Félicitations, restez un homme courageux et restez un homme pour le bonheur. Car ce qui fait le mal en Afrique, c'est parce que les gens s'intéressent beaucoup plus à l'avoir qu'à l'être. Conséquence, ils finissent par s'aliéner, à perdre de vue de ce qu'ils sont pour ne s'identifier qu'à ce qu'ils sont. Je vous remercie. Bonsoir Excellence, bonsoir toute la délégation, bonsoir tous les Burkinabés qui ont fait effectivement les déplacements ce soir. Moi, juste un peu, on voit les élections qui viennent et je voudrais savoir un peu, avoir un éclaircissement par rapport à l'insécurité qui est au Burkina actuellement. Il y a l'insécurité physiquement et aussi l'insécurité alimentaire. Je m'explique. L'insécurité alimentaire, parce qu'on a, les temps passés, on a vécu des huiles qu'on fabriquait par-ci, par-là. Et aussi, on parlait des terroristes. Est-ce que, sur ces plans, est-ce que vous avez prévu des solutions pour pallier à ces problèmes de façon définitive? Je sais que nous sommes en transition, mais la sécurité, je crois que ça prime. Et ça y va même de la bonne gouvernance et des élections à venir. Et aussi, on a appris aussi par rapport au... que vous avez été troublé plusieurs fois. Mais bon, une ou deux fois. Je ne sais pas, est-ce que à votre niveau vous avez pallié, vous avez eu des solutions pour pallier tous ces problèmes qui dérangent. Et avec toute cette insécurité, est-ce qu'on aura vraiment des élections comme on le souhaite? Merci. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir, le docteur. J'ai quelques questions à poser. La première question est surtout les arrestations ces derniers temps. Pourquoi c'est jusqu'à maintenant que cela se passe? Surtout, c'est là qui devrait être jugé par la haute cour de justice. Pourquoi on n'a pas attendu aussi l'installation des membres de la haute cour de justice afin de les arrêter pour éviter de tomber dans l'illégalité comme c'est le cas avec la libération de M. Jérôme Bouma et sa suite? Parce que je dis cela parce que ceux qui se trouvent dans la même situation que M. Jérôme Bouma, ils auront l'occasion de se mettre à l'abri lorsque la haute cour de justice sera installée. Alors, la deuxième question, c'est la déclaration des biens des membres du gouvernement. Nous sommes à 6 mois de la transition, monsieur le Premier ministre. À quand c'est la base? Parce que pour moi, je me disais que voilà. Ok,
certainement l'équipe qui doit donner le bel exemple. Ensuite, la question suivante, c'est la nationalisation des entreprises qui avaient été privatisées sous les largesses de l'ancien régime. Moi, je me rappelle, je vous ai suivi dans ma chambre, j'étais à la place de la Révolution. Vous avez dit que vous avez instruit votre ministre du Commerce de nommer un directeur pour une société comme la Sokoji. Où est-ce qu'on en est avec la nationalisation de ces entreprises qui avaient été retouchées? Alors, la dernière question, c'est la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Votre conseiller spécial, M. le conseiller Souma, qui devrait en principe contribuer aussi à corriger les imperfections, s'est retrouvé à la place publique pour dénoncer ce que lui qualifie d'inconstitutionnel ou d'illégal. Comment cela est-il arrivé? Ce sont là mes questions. Merci. Alors je vais, avec les membres de la délégation, nous allons donc ensemble essayer d'apporter des réponses. Alors le premier intervenant, Mathieu Sawargo, s'est interrogé sur la communication au Burkina Faso avec la privatisation de l'hôtel. Et il s'est interrogé sur ce que le gouvernement fait pour pallier donc à ces déficits une communication performante. Bon, je vais dire que le hôtel a été privatisé il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas remettre fondamentalement la privatisation de l'ONATEL en cause. Ce que nous pouvons faire, c'est bien sûr exiger de l'ONATEL le respect des cahiers de charges. Parce que toutes ces compagnies qui sont là ont des cahiers de charges à respecter. Maintenant, si au niveau du gouvernement, nous avons bien sûr des instances de régulation de la CEP pour contrôler donc, la qualité de la communication. Et vous avez dû entendre à certains moments, il y a des taxations. On les fait payer des pénalités compte tenu du fait que la communication n'était pas satisfaisante. Mais les opérateurs préfèrent payer ces pénalités plutôt que d'investir. Bon, nous avons compris un peu le jeu, mais comme je vous l'ai dit, il y a tellement de priorités en ce moment au Burkina, mais nous prenons donc bonne note de cela. Nous allons donc nous pencher là-dessus pour voir dans quelles conditions est-ce qu'on peut. Moi, j'ai personnellement discuté avec le directeur de la CEP, le plan de la CEP, qui est bien sûr rattaché au Premier ministère. J'ai discuté avec lui pour lui demander si c'était même pas mieux qu'on brandisse donc la menace même de retrait de la licence. Parce que c'est le seul argument qui peut réveiller les opérateurs. Quand vous les menacez de retirer la licence en ce moment, c'est exécuté, sinon si c'est les pénalités de 2 milliards, c'est le consommateur qui va payer, c'est pareil. Il n'y a rien à cirer. Si vous organisez un petit bonus là, en un week-end, il récupère ça. Donc, nous prenons véritablement en compte ça. Et aujourd'hui, la communication est effectivement essentielle. Alors, le second intervenant nous a félicité. Vous avez demandé des éclaircissements par rapport à l'acte terroriste qui s'est produit donc à Tambao, dans le nord du Burkina. Effectivement, nous avons pour la première fois donc assisté à un acte terroriste, c'est-à-dire que la prise d'un otage, un franco-roumain qui a été enlevé donc sur le site minier de Tambao. C'est la première fois que ça arrive, mais ce n'est pas la première fois que nous avons des terroristes sur notre territoire. Depuis un certain temps, en tout cas depuis que nous sommes là, il a été signalé plusieurs fois des incursions des terroristes sur notre territoire. Comme nous avons des forces militaires au nord, chaque fois qu'ils sont entrés, il y a eu des réactions.
Et en tout cas, ce sont toujours repliés sur le territoire malien et sur le territoire nigérien. Effectivement, c'est la première fois que, en tout cas, un acte comme celui-là a été posé. Nous avons entamé donc des recherches, des poursuites, mais vous savez que nous ne pourrons pas jusqu'à présent. Nous n'avons pas d'ordre de poursuite, d'autorisation de pénétrer dans le territoire des pays voisins pour chasser des terroristes. Donc nous sommes limités, ce qui a fait que nous avons donc dû faire appel à la force militaire française de l'opération Barkhane qui a surveillé donc le territoire malien et nigérien. Mais malheureusement les recherches sont restées vaines et nous continuons donc sous d'autres formes de renseignement pour voir si on peut arriver à... Dans tous les cas, l'acte n'a pas été revendiqué. Donc c'est très délicat. Bon, vous avez dit qu'à un moment, effectivement, l'erreur cliché, c'était à Ouaga. Nous avons constaté cela aussi, comme vous, effectivement. Il y a une faction, notamment les leaders du MNLA pendant longtemps étaient hébergés à Ouaga, lesquels l'AICO par les bons soins de l'ancien régime. Quand nous sommes arrivés, nous avons pratiquement coupé les ponts. Nous ne payons pas d'hôtel pour eux. Ce sont là, ils sont à leur propre frais. Nous ne pouvons pas aussi les expulser parce que c'est des Maliens. Les Maliens même ne veulent pas que nous les expulsions. Je préfère les avoir. Nous sommes en contact avec les Maliens par rapport à ça. Mais déjà, ce qui est sûr, ce n'est plus le gouvernement burkinabé qui les héberge. Mais nous les suivons. La gendarmerie a toutes les listes de ces individus-là. Nous les suivons pour éviter qu'ils posent un acte notamment terroriste à Ouaga, en tout cas, dans le territoire. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous avez demandé à ce qu'on confirme qu'il y aura bel et bien des élections le 11 octobre. Bien sûr qu'il y aura des élections le 11 octobre. Voilà. Nous sommes en tout cas en train de travailler dans ce sens. Et nous ne pensons pas qu'il y ait un fait majeur qui puisse nous empêcher de tenir ces élections à bonne date. Ce n'est pas les terroristes en tout cas qui vont porter les élections. Alors il y a une question qui a été posée concernant le bord de Burkinabé de l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait pour assurer donc, c'est la question de février, donc je vais demander de la renseigner parce qu'effectivement il y a des dispositions qu'il faut prendre maintenant. Ce n'est pas en 2020 qu'on va s'élever au niveau. Il faut que vous avez l'extérieur vote et je pense que le plan de la CE va nous donner un éclairage sur ce point-là. D'accord, le plan de la CE va régler cette question. En attendant, je vais continuer sur une question qui a été posée par Yoanli concernant donc après nous avons encouragé la parler d'inclusion et l'exclusion et demandait si il pouvait véritablement donc faire confiance, n'est-ce pas? Je ne sais pas très bien, monsieur Yoanli. Il a surtout encouragé. Je suis surtout encouragé et je dis que sur la question, je préfère vous faire confiance parce que la tâche c'est vrai. C'est vrai que le nouveau gouvernement et donc tout est encore plus difficile pour vous. Peut-être comparé avec 27 ans avec la Chine. Bonne machine encore nouvelle, donc je pense que d'accord. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Nomi. Alors, monsieur Gao a posé une question concernant la sécurité informatique. Bon, c'est vrai que en matière de technologie, le Burkina n'est pas encore à la pointe. Donc, vous qui êtes dans le domaine, si vous pouvez donc apporter votre contribution donc, au pays, vous êtes les bienvenus. Nous sommes justement en train de courir, de chercher des investisseurs. Ce n'est pas forcément sur le capital, mais aujourd'hui, le capital humain aussi est
concernés, c'est beaucoup de bénéfices du pays. Donc s'il y a des propositions concrètes, sinon on a un ministère tout entier qui s'occupe du développement de l'économie numérique. Une chose est d'avoir des institutions pour ça, mais une autre est d'avoir les moyens et la technologie. C'est une préoccupation que nous pensons. Même au niveau du gouvernement, depuis des années, on entend parler de compléter un certain nombre d'informations. Alors, sur la douzaine d'intervenants, donc sur cette première liste, il y a 8 d'entre eux qui ont parlé de manière directe ou indirecte donc des élections. Il s'agit donc de M. Nava, de M. Fulbert, de M. Tao, de M. Kamini, de M. Sina, de M. Rachid Bahari, de M. Kirakoya et de M. Yacouba Tchanloboum. Je ne vais pas répondre de manière linéaire. Je vais procéder à une synthèse des soucis qui ont été exprimés. Et dans cette synthèse, je vois 4 sujets. Le premier sujet, c'est la question donc, du vote des déclarés étrangers. Le deuxième sujet, c'est les préoccupations relatives au nouveau code électoral. Le troisième sujet, ça concerne un certain nombre de questions liées même au scrutin, tous les scrutins tels qu'ils ont été planifiés. Je vais en profiter pour vous donner des informations sur comment est-ce que nous envisageons de faire pour ceux qui concernent ces scrutins. Et le dernier point, ça concerne le financement des élections. J'aurais dû commencer par le premier, mais je pense qu'on va le laisser peut-être vers la fin. C'est un sujet de préoccupation. Et on va laisser ça vers la fin. Alors, donc, le premier sujet, c'est le vote des Burkinabés de l'étranger. Je crois que dans la salle ici, il y a les membres des démembrements de la CENI. N'est-ce pas? Oui, alors, et vous le savez, donc, il y a un président du démembrement de l'ambassade, la commission électorale indépendante de l'ambassade, ce qui signifie que en fait, nous sommes en chantier sur la question du vote au gouvernement de l'étranger depuis un certain temps. Et alors, le code électoral en son article 265 avait prévu effectivement le vote au gouvernement de l'étranger pour compter de l'année 2015. Nous n'avons pas attendu. Déjà, dès le mois de novembre 2013, nous avons réuni la classe politique, la société civile, et nous avons échangé ensemble, compte tenu du fait que les dispositions étaient vraiment très liées à l'école, pour convenir ensemble d'un mode opératoire pour effectivement administrer le scrutin à l'étranger. Et c'est dans cette perspective que, effectivement, un chronogramme a été effectivement envisagé, dans lequel il avait été prévu des sorties à l'étranger pour vous donner des informations sur, en fait, et vous sensibiliser sur la question du vote des Burkinabés de l'étranger, et donc mettre en place des structures pratiques efficaces qui vont effectivement commencer à faire le travail. Les gens sont venus ici, donc vous avez élu les membres des démembrements, et ils ont effectivement commencé à travailler dans l'attente effectivement que certaines informations parviennent pour qu'on puisse démarrer effectivement le travail. De retour, parce qu'en fait, les démembrements de la CENI, donc les membres de la CENI sont allés dans l'ensemble des directions. Nous sommes allés dans toutes les ambassades et dans tous les consulats généraux du Burkina Faso. Et lorsque nous sommes revenus, nous avons fait le point. Quand on a fait le point, on s'est rendu compte que le principe d'organiser simplement le vote des Burkinabés de l'étranger dans les ambassades, dans les consulats, pose problème. Vous avez tous évoqué cette situation-là. Bon, c'est vrai, c'est bien, il faut faire donc le vote à Washington ou à l'ambassade. Il faut envisager le vote à New York où on a une représentation permanente. Mais nous avons pas une solution là. Il parle de 800 à 1000. Donc la question est posée, est-ce qu'il ne faut pas plutôt réfléchir à organiser le scrutin dans des zones de forte concentration des Burkinabés pour qu'effectivement l'élection qui va être envisagée soit vraiment représentative. Alors,
après avoir fait donc ce point au niveau de la CENI, nous nous sommes rendus compte que, au lieu des ambassades et des consulats généraux, il y a un certain nombre de points qui ont été proposés et on s'est retrouvé à 104 points où effectivement il fallait mettre en place des sites d'enrôlement biométrique des Burkinabés étrangers et évidemment l'administration du scrutin. Alors, ça pose problème parce que nous étions partis avec un budget, donc une quarantaine de points. On se retrouve avec effectivement 104 points. Ça demande effectivement un arrêt sur l'image, un arrêt pour réfléchir. Nous avons soumis la question au gouvernement. Et après avoir soumis la question au gouvernement, donc les dispositions ont été envisagées, la réflexion a été effectivement envisagée. Et de où est-ce qu'on va organiser le vote? Est-ce qu'on ne va pas mettre en place un critère objectif et qui va reposer sur un seuil, donc le nombre de Burkinabés, lorsqu'il va être atteint, qu'on puisse effectivement organiser dans ces différents sites, qu'il y ait ambassade, consulat ou pas. Les collègues de l'USON en ont parlé. Je vous donne par exemple l'exemple des Espagnols, dont les compatriotes qui sont en Espagne, qui sont plus de 1500, alors qu'en Espagne, on a ni ambassade ni consulat général. L'Espagne est gérée directement par notre représentation qui est à Paris. Bon, et c'est au cours de ces réflexions-là que l'insurrection populaire nous a trouvé. Alors, et depuis lors, le Premier ministre nous a exposé tantôt, donc il fallait procéder à la mise en place de différents organismes, différentes structures, etc. Ça fait qu'on aura pris au total 8 mois pour pouvoir arrêter le code électoral qui va être effectivement l'instrument qui va nous servir de base pour aller organiser le scrutin. 8 mois de retard. Pendant ce temps, lorsque nous étions venus au mois de juillet pour parler des élections, il était question d'organiser l'élection présidentielle seule le 29 novembre. Il y a eu l'insurrection, démission du président, dissolution de l'Assemblée nationale, dissolution de... Côté financier, les élections seront réalisées. Et le président de la CENI vient de vous dire qu'il n'y a qu'environ 7 à 8 milliards de contributions des partenaires extérieurs. Cela voudrait dire qu'il y a à ce jour environ un gap de 20 milliards à rechercher auprès de ces partenaires. Mais juste pour assurer que dans l'élaboration du budget, il y a toujours plusieurs plans, dont le plan B qui a été évoqué ici. Le plan B va consister en quoi? Il sera mis en œuvre dès la fin de ce mois. Cela voudrait dire, si toutefois nous n'avons pas aucun centime qui sera mobilisé au titre de ces 20 milliards qui restent, nous allons déjà sécuriser une trésorerie au niveau du ministère de l'économie et des finances mensuellement, de telle sorte qu'au mois d'octobre, on puisse utiliser cette trésorerie si toutefois les partenaires techniques et financiers n'ont pu débourser aucun copec. Mais peut-être c'est que le président de la CENI n'a pas ajouté. Au fait, le budget, ce n'est pas 54 milliards, c'est 63 milliards, voire 64 milliards. Parce que les 54 milliards, c'est exclusivement les activités liées directement aux élections. C'est le budget lié directement aux élections. Et ce fut une exigence même de ces bailleurs-là, qui pensent qu'ils ne devraient pas prendre en compte un certain nombre d'activités qui devraient être connexes aux élections. Ce qu'ils appellent activités connexes, pour nous, ne l'est pas du tout. Prenez le cas de l'établissement des cartes d'identité. Ils disent que ce n'est pas directement lié aux élections. Est-ce qu'on peut aller aux élections sans les cartes d'identité? La preuve, le gouvernement a déjà pris la décision de subventionner ces cartes d'identité à hauteur de 2000 francs par carte et non 2500 que voilà, le Burkinabé avait l'habitude de payer. Ne serait-ce qu'à ce niveau, nous avons environ 3 milliards décents à mobiliser. Ils ont insisté, son Excellence le Premier ministre et également le président de la CENI, insisté sur la nécessité de sécuriser les élections. Pour les partenaires extérieurs, ils pensent que
ce n'est pas une activité directe qui soit liée aux élections. Et ne serait-ce que pour ça aussi, le gouvernement a prévu une enveloppe pour garantir la sécurisation de ces élections. C'est pour vous rassurer en un mot que quel que soit Alpha, la contrainte budgétaire ne pourrait pas justifier le report ou bien la non-tenue de ces élections. Merci beaucoup à Madame la ministre du budget. Donc c'est rassurant, hein. Vous voyez que véritablement pas de problème. Voilà. Pour éclairer davantage, je sais que la fatigue se fait sentir, mais il y a une question qui est revenue plusieurs fois concernant la question de la sécurité du Nord. Vous savez, c'est la zone d'activité minière et donc véritablement, nous pensons qu'il y a des mesures notamment qui sont prises. Il est bon qu'on puisse vous rassurer sur ces questions-là. Donc, merci, Excellence. Donc, je voudrais aborder des questions relatives à la sécurité au nord et l'insécurité en général. Donc, par rapport à la première question, en ce qui concerne la sécurité au nord, le Premier ministre l'a déjà dit, au lendemain de l'enlèvement du Roumain, il y a un dispositif qui a été jeté au nord, qui a pris en compte le groupement de forces antiterroristes qui existait déjà sur le terrain, le régiment de sécurité présidentielle et le régiment parachute commando. Dans l'heure actuelle, toutes les mines qui se trouvent au nord, leur sécurité a été renforcée. Au minimum, par un élément de 40 personnes. En plus de la sécurité intérieure qui avec les policiers et certaines mines où il y a des gendarmes. Et ce dispositif sera permanent en place jusqu'à ce que nous ayons certainement des retours sur les recherches qui sont en train d'être menées dans la zone pour retrouver l'otage en question. Et à côté de ça, concomitamment, dès le lendemain de ce dispositif-là, on a encore mis en place un système de sécurité permanente qui va couvrir maintenant l'ensemble du territoire, qui va lutter en même temps contre l'insécurité, le grand banditisme. Et ce dispositif, on le souhaite vraiment pérenne jusqu'en fin décembre. Je pense que les finances ont déjà débloqué un montant pour soutenir la logistique. C'est-à-dire que ça va fonctionner comme étant des patrouilles permanentes sur l'ensemble du territoire. Et comme nous avons déjà des régions militaires et des unités qui sont aussi pour cadrer le pays, c'est-à-dire que ces régions-là vont se relayer en patrouille permanente, appuyées par la gendarmerie et la police. Donc on espère bien que d'ici là, les premiers résultats tangibles seront connus et les Burkinabés pourront quand même dire que leur sécurité est prise en compte. Bon, je voulais juste revenir peut-être sur la question de l'otage. Bon, c'est sûr que ça taraude les esprits. C'est vrai, c'est arrivé sur une mine. Comme le Premier ministre l'a dit, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de revendication. Nous estimons très certainement que ça peut ne pas être un groupe fortement organisé. Et c'est une occasion qu'ils ont rencontrée parce que tout simplement, depuis un certain temps, on signalait des incursions d'éléments isolés, Touareg, qui franchissaient la frontière et qui repartaient. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'exaction en ce moment, mais cette fois, ils sont tombés peut-être sur un cas où ils ont enlevé l'intéressé. Et peut-être, nous pensons qu'ils sont en train de chercher peut-être à les refiler à un groupe bien organisé qui va peut-être revendiquer maintenant une rançon. Donc, je vais espérer que d'ici là aussi, on aura des informations là-dessus. C'est ce que je voulais dire par rapport à ces deux questions. Ok, merci, monsieur le ministre.
Alors, je pense qu'on va pas vous détenir davantage. Je sais que depuis 17h, 18h, vous êtes là, mais je voudrais quand même qu'on entende le ministre du Commerce et de l'Industrie. Oui, parce que vous n'avez pas posé la question sur le carburant. Alors, dites-moi quelque chose sur le carburant, sur le sucre. Alors, non, Merci, Excellence. Je crois que les Burkinabés qui sont aux États-Unis ne sont pas concernés par le problème du carburant dans lequel. Mais les citoyens burkinabés que nous sommes, c'est vrai que le coût du carburant effectivement pose véritablement problème. Et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, par 2 fois nous avons dû réduire les prix du carburant. C'est vrai que ça n'a pas répondu aux attentes de la forte majorité, mais c'est conformément aux possibilités même du budget. Je crois que la ministre du budget est là. Je crois que c'est des efforts énormes qui ont été faits au niveau du budget pour permettre de consentir un peu ces 2 baisses-là. Comme je le disais tantôt, c'est sur l'instruction de son Excellence, au vu des réalités du budget que vraiment on a concédé ces 2 baisses. Également, il y avait des plaintes par rapport au sucre. Je crois que la Sosuco, qui est notre usine nationale, se plaint comme quoi toute sa production est stockée, mais également à ce niveau, je crois que les instructions ont été données par son Excellence. On est en train de résoudre ce problème avec un ensemble de 10 grossistes qui ont signé en fait une convention avec la Sosuco par rapport aux enlèvements. Ces 10 grossistes, je crois que j'étais en mission, ont été reçus par mes techniciens. Ils ont promis qu'incessamment, il y a même un qui avait, il était même prêt à signer le chèque pour enlever toute la production. Mais à ce niveau aussi, ça posait problème parce que celui donnait un peu une situation de monopole, ce qui n'est pas du tout intéressant. On lui a dit que ça, c'est pas possible. Donc, c'est les 10 grossistes là, on va s'arranger pour qu'ils puissent enlever toute la production de la Sosuco, mais compenser à cela parce que le prix de la Sosuco, c'est pas très intéressant pour les grossistes là. On va accompagner cette politique là avec les autorisations spéciales d'importation pour leur permettre d'acquérir le sucre sur le marché international à un prix beaucoup plus intéressant pour eux. Donc c'est un ensemble d'instructions qui ont été données par son Excellence. Son Excellence également dans son intervention est venu un peu sur le problème de Obouf qui a été condamné par la justice. J'avais également soufflé le cas de Zuil Frilaté qui également a fait l'objet de jugement, et ces commerçants indélicats là ont également fait l'objet de sanctions. Ils ont été condamnés par la justice. Donc c'est un ensemble d'éléments qui démontrent que le gouvernement en place était, autant que faire se peut, de lutter contre la mise sur le marché des produits de mauvaise qualité. Et instruction nous a été donnée, je crois qu'on a même adressé une correspondance au budget, pour nous accompagner dans la sortie sur le terrain pour le contrôle de la qualité des produits. Je crois que incessamment on sera très fréquent sur le terrain. Voilà, Excellence, ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est pour vous dire qu'effectivement, nous sommes préoccupés par l'encouragement de la production locale, aussi bien que ce soit le sucre, parce que la Sosuco, c'est une usine, comme il y a des milliers de travailleurs là-bas. Donc si elle ferme, ça va jouer sur toute la région, sur tout le pays. Donc nous avons pris des dispositions pour qu'on puisse racheter le sucre. C'est les mêmes dispositions que nous avons prises par rapport à ceux qui produisent le riz. Voilà, nous avons racheté toute la production, en tout cas au niveau des bas-fonds. Donc, sinon les paysans vont se décourager, tout le monde va laisser les champs, et puis aller sur les sites miniers. On va se retrouver sans une production de riz, alors qu'on a besoin de la production de riz. La production de riz est importante. Voilà. Donc je pense qu'à ce niveau, les efforts qui sont faits, soyez rassurés que le gouvernement veille. Même s'il y a
un peu de trafic parce que ce n'est pas aussi toute la vérité qu'on nous dit, hein, la société, vous savez, elle est aussi privée. Depuis un certain temps, ça a été racheté par le prince Aga Khan. C'est un privé. Donc, quand il produit son sucre, alors il stocke son sucre et puis il importe le sucre pour vendre. Là aussi, on va essayer de regarder pour avoir. Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle, quand c'est intéressant, nous allons le voir avec un pincement au cœur arrêté. En vous remerciant très sincèrement d'être venu, d'avoir fait massivement le déplacement de ce soir, mais aussi vous encourager pour en fait votre intéressement très profond aux questions nationales. Ici aux États-Unis, vous êtes déjà dans l'émergence. Et ça peut vous tenter de ne pas regarder en arrière, mais nous sommes très satisfaits de savoir que malgré donc les bonnes conditions de vie dans lesquelles vous êtes, vous vous préoccupez véritablement du pays. Et donc nous voulons vous remercier pour cela. Donc je vous encourage à demeurer dans la solidarité d'abord entre nous ici, parce que quand on est à l'extérieur, il n'y a plus de l'île de Samoni, de Moussi, de Bissau, tout le monde est burkinabé. Et donc cette solidarité doit être très forte, elle doit être très agissante, surtout, pas que ce soit simplement solidarité théorique. Alors nous avons besoin effectivement je disais tantôt, de compétences en ressources humaines pour bâtir la nation, donc ceux qui sont encore des étudiants ou ceux qui ont déjà acquis un certain potentiel. Vraiment, je vous lance un appel. Revenez un peu au pays pour qu'on puisse bâtir ensemble la patrie. Sinon, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir construire pour nous. C'est nous qui allons construire. Nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de spécialistes en commerce international, nous avons besoin du docteur, de mine énergie. Le ministre des Mines vient de nous souffler qu'il a besoin de spécialistes en mine énergie parce que quand les miniers viennent, alors vous avez dans la mine tous les cadres sont des tout le peuple burkinabé. Je ne sais pas visiter, c'est le peuple tout entier qui a voulu cette transition, qui a voulu ce changement. Ne vous laissez pas perturber par quelques brebis galeuses qui, en tout cas, en fait, ils prennent mal leur nouvelle carrière d'opposant. Donc, je pense qu'ils vont venir par ici habitués. Oui, ils vont s'y habituer parce qu'il y a d'autres qui étaient déjà là. Être opposant, ça ne tue pas. Il n'y a pas de problème, mais bon, je pense qu'ils vont s'y habituer. Ça va aller. En tout cas, merci encore, merci au nom de toute la délégation. Je le fais parce que je suis retraité. Donc, un des aînés il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui sortent les 74 ans que j'ai. Et je suis franchement ému et émerveillé par ce que vous faites depuis la transition. Surtout l'honnêteté avec laquelle vous faites ça. Je crois, les milieux où je bouge aux États-Unis, tout le monde nous regarde. Nous sommes un exemple en Afrique, vous le savez d'ailleurs. Par vos différentes interventions, ô combien élogieuses, je me rends compte que, monsieur le Premier ministre, vous avez affaire à une jeunesse sur laquelle vous pouvez As we share his bread, he gives us his love.
le baiser.